Bonjour. Alors, on va faire une mise à jour ici de ASML. Ça fait quelques mois, on en a parlé. On a fait une note d'analyse, je pense, au mois de juillet, une analyse quantitative au mois de septembre. Bref, vous savez littéralement que je suis optimiste sur ce dossier. OK? Maintenant, quelques mois plus tard, on a une belle performance, etc. Maintenant, les gens se posent la question de savoir est-ce qu'il faut vendre. Moi, je ne me demande pas toujours est-ce qu'il faut vendre. Je me demande toujours quelles sont les raisons qui pourraient me pousser à vendre. OK? Si je devais, et je me pose également parfois la question, même pas parfois, premièrement, quelles sont les raisons qui pourraient me pousser à vendre? Deuxièmement, si je ne possédais pas l'entité en date d'aujourd'hui, est-ce que je l'aurais acheté? OK? Ça vous permet également de savoir s'il faut rajouter à votre position. Parce que quand vous voyez 40 fois les bénéfices, oh, c'est cher. Si la performance derrière suit, si la croissance derrière suit, excusez-moi, cher, ça dépend de la temporalité. OK? Donc, on va faire simple. Pour cette compagnie, je vais utiliser un prompt. Les notes d'analyse sectorielle, enfin, pour à peu près savoir ce qui s'est passé dans le secteur d'activité, vous avez également le prompt concernant ici la transcription qui peut vous aider. OK? Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez prendre OmniAnalyse. Bref, vous avez tout ça ici. OK? Je les ai réunis ici en combo pour ceux qui sont intéressés. Mais je vais utiliser ce prompt spécifique qui est l'analyse structurelle de la chaîne de valeur. Donc, ce prompt me permet de comprendre où se situe le pouvoir économique réel d'un secteur. Pourquoi il s'y trouve et est-ce qu'il est durable? Je prends un exemple. ASML, qui achète quoi chez ASML? ASML achète quoi chez qui? Ce sont des questions qu'il faut se poser. OK? Et quand vous savez qui achète quoi chez ASML et qu'est-ce que ASML achète et chez qui, vous avez une idée générale ici de la cartographie du secteur d'activité structuré de la chaîne de valeur. Donc, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'ASML. S'il n'y a pas d'ASML, les fournisseurs d'ASML ne vivent pas non plus. Ou bien ils perdent des clients. Donc, tout le monde est lié. Maintenant, dans cette chaîne de valeur-là, qui est le plus important? Qui détient le pouvoir le plus durable? Je sais, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est ASML. On va se dire que oui, mais c'est le pourquoi qui est important. OK? Et ce prompt qu'il est important de lancer en Deep Research vous permet de répondre à ces questions. Je ne l'ai pas lancé en Deep Research, je ne vais pas gaspiller mes Deep Research pour une vidéo YouTube. D'accord? Si vous avez accès à tous ces éléments-là ici, Combo IA, vous lancez juste, vous allez voir à peu près, vous pourrez avoir accès à tous ces prompts-ci, ainsi que ceux qu'on va avoir tendance également à mettre à votre disposition sans compter les mises à jour. Et chacun de ces prompts viendra avec une vidéo explicative pour montrer à peu près comment est-ce qu'on l'utilise. Et bien entendu, avec un exemple réel de manière générale. OK? Bref, ça vous permet de bâtir une thèse d'investissement. OK? Et quand je viens ici, en utilisant ce prompt, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Premièrement, quels sont les points de contrôle et de défaillance? Point unique de défaillance. Premièrement, l'usine Zeiss. C'est-à-dire que c'est un fournisseur de cette compagnie. En fait, le prompt ne commence pas par le point 6. Il est bien plus long que ça. OK? Je commence par ici parce que je n'ai pas envie de citer tout ce qui est plus haut. D'accord? So, il vous permet de savoir ici que s'il y a un problème dans cette usine, ASML ne produira rien du tout parce que Zeiss est un client. On a déjà parlé de cette compagnie ici. C'est un gros client. C'est pas un client, c'est un fournisseur. OK? C'est un fournisseur. Vous avez également l'usine d'assemblage. S'il y a un problème à ce niveau-là, c'est également, on va avoir tendance à avoir une production bloquée. OK? Bon, on va se dire ici que ce serait rare qu'on ait à peu près ce type de problème-là. Ensuite, on va laisser tout ça, on va aller directement ici. OK? Qui détient le pouvoir le plus durable? Alors, il me mentionne que dans toute cette chaîne de valeur, et quand on parle de chaîne de valeur, vous avez l'optique en amont qui est un fournisseur d'ASML. L'intégrateur, c'est ASML. Les clients d'ASML, ce sont les fonderies. Et les clients des fonderies, une fonderie, c'est un peu TSMC, Intel, Samsung. Et les clients des fonderies, ce sont des Nvidia, les Apple, les AMD et j'en passe. Donc, s'il n'y a pas de commande Nvidia, le CAPEX d'ASML sera réduit. Et si le CAPEX est réduit, ça a un impact sur ASML. Si le CAPEX des fonderies est réduit, ça a un impact sur qui? Sur comment on appelle ça? Ça a un impact sur ASML. Et s'il y a un problème sur ASML, bah, les clients, le fournisseur ne mange pas. Mais dans toute cette chaîne de valeur, qui est le mieux situé? Vous avez ASML. Pourquoi? Parce que la demande est très élevée ici, chez les clients finaux de ces différentes personnes. Que ce soit TSMC, Intel, Samsung, ASML sont fous parce que pour fabriquer les puces les plus avancées qui sont en demande à ce niveau, vous allez devoir
qui sont en demande à ce niveau, vous allez devoir utiliser ces équipements. Et certains l'oublient souvent, hein, sur ASML, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas juste l'équipement, le volume d'équipement vendu, c'est la base installée. C'est ça, c'est à ce niveau que se trouve la valeur à long terme. Un peu comme des compagnies comme Lam Research, la valeur se trouve au niveau de la base déjà installée aujourd'hui, parce que c'est à ce niveau qu'il y a des revenus récurrents. La vente est ponctuelle, surtout que ces machines coûtent cher. Bref, on est sur une période assez intéressante en date d'aujourd'hui. La demande est très élevée ici, ce qui veut dire que la demande également est très élevée au niveau des fonderies. Et si les fonderies sont en demande, ils dépensent énormément en CAPEX. Et s'ils dépensent énormément en CAPEX, ASML a assez d'argent pour continuer à produire. OK? Et parmi tout ceci, vous voyez ici que s'il n'y a pas les optiques ou bien les lasers provenant de ces deux compagnies, il n'y a pas de machine ASML. Donc, c'est ceci, ça pourrait être intéressant pour vous à aller regarder. Mais faites également attention, il faut toujours vérifier une chose, si ASML fait partie de leurs plus gros clients, ils ont également un pouvoir de négociation. Et ici, par exemple, qui sont les plus gros clients d'ASML, vous allez voir qu'ils ne sont pas nombreux, donc ceux-là peuvent avoir un pouvoir de négociation, mais ils n'ont pas intérêt ici à demander trop de, comment on appelle ça, de discount. Parce qu'à la fin de la journée, la demande est très élevée ici et tout le monde se suffit. En tout cas, dans cette chaîne de valeur, qui est-ce qu'il faut posséder? Vous voyez littéralement que ASML pourrait être très intéressant. Si Intel n'arrive pas à améliorer ses fonderies ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas le problème d'ASML, elle perd des parts de marché. Et si elle perd des parts de marché, TSMC va les récupérer ou bien Samsung va les récupérer. Et pour les récupérer, il faut investir. Et quand on investit, on achète quoi? Vous avez la réponse. Maintenant, pour quelqu'un qui détient du ASML, pose-toi la question de savoir, les produits finaux fabriqués ici, est-ce qu'ils sont en demande? Est-ce que la demande augmente de plus en plus ou bien elle va ralentir? Est-ce qu'on en aura de plus en plus? Qu'est-ce qui pousse cette demande-là? C'est ce qu'il faudrait aller regarder à ce niveau. Et donc, si tu es malin, tu vas utiliser quoi? Ce même prompt pour analyser TSMC, Intel, Samsung, Nvidia, Apple, AMD, peut-être même, comment on appelle ça encore cette compagnie-là? AMR, si la même mémoire est bonne. Non, c'est ça. ARM, donc ARM, voilà. Tu peux également l'analyser. Mais il y a également une autre compagnie, Synopsys. Bref, ce prompt vous ouvre les yeux, littéralement. On s'en fout des PER, etc. Si je comprends que dans toute cette chaîne de valeur-là, voilà celle qui va avoir tendance à moins souffrir à long terme, c'est celle-là qui va m'intéresser. J'ai parlé de Synopsys. Si tu es malin, tu vas aller fouiller. OK? Bref, revenons donc à l'analyse quantitative, ce qui intéresse les personnes qui recherchent uniquement, voilà, qui ont une réflexion au niveau 1, on va le dire comme ça. Ce n'est pas une insulte, hein, mais c'est la chose la moins importante qu'il faut regarder. La valorisation, c'est la partie la plus facile. La partie qui prend le plus de temps, c'est la compréhension déjà de la compagnie, mais également du secteur dans lequel il évolue. Ce n'est pas pour rien que je vous parle du secteur d'activité. Vous pouvez regarder en date d'aujourd'hui. À chaque fois que vous êtes bloqué, si vous comprenez le secteur, vous avez plus de chances de garder quand tout le monde vous dit « ouais, c'est surévalué » ou bien « il faut vendre parce que le prix baisse » ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque temps, ASML, c'était quoi le narratif? La Chine, machin, truc. Les Chinois ont développé leur propre machine, comme si c'était aussi facile que ça. C'est pas facile. Et je pense que si vous regardez bien, il y a eu des accusations d'espionnage au niveau de Carl Zeiss, si je ne me trompe pas. On a essayé de débaucher Zeiss. Espionnage. OK. Voilà. Actualité, si ma mémoire est bonne. Hein. Zeiss ensemble la vie. Soupçon. OK. Industriel. Ou bien je sais qu'il y a eu soit des cas d'espionnage ou bien également on a essayé de... Je vais retrouver ces éléments-là. On a essayé de débaucher des ingénieurs provenant de cette compagnie-là. OK? Et ma mémoire est bonne, je sais qu'il y a eu un problème pareil. Pourquoi est-ce que les Chinois vont essayer de récupérer des ingénieurs qui travaillent dans ces compagnies-là? Parce que cette compagnie est essentielle pour produire les machines d'ASML. Entre autres. D'accord? Entre autres. Quand on arrive donc ici, au niveau de la valorisation, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour cette compagnie? Vous observez une chose. La dernière fois qu'on a fait une analyse, c'était à peu près il y a 3 mois, on va le dire comme ça.
Historiquement, les attentes des analystes, est-ce qu'elles sont de plus en plus optimistes par rapport à il y a 3 mois? C'est pour ça que j'aime bien Fastgraph. Et je rappelle que vous pourrez trouver ici un lien d'affiliation pour Fastgraph. J'ai pris la version la plus avancée. Okay? D'accord? So, le lien en description de la vidéo. Enfin, le lien pour la page principale en description de la vidéo. So, je reviens ici. Au niveau de ASML, vous allez voir qu'il y a 3 mois, on s'attendait à 29,95 $. Aujourd'hui, c'est 30,65 $ par rapport à 2026. Par rapport à 2025, il y a 3 mois, c'était 28,21 $. Maintenant, on a des estimations aux alentours de 29,01 $ en dollars américains. Attention, et l'année est déjà terminée, mais le résultat n'est pas encore sorti. OK? Et par rapport à 2028, vous voyez que les attentes étaient à 40 $. Il y a 3 mois, maintenant c'est 44,68 $. Et il y a 6 mois, c'était à 44,35 $. Aujourd'hui, c'est descendu à 39,52 $. C'est remonté à 44,68 $. Et par rapport à il y a un mois, c'était 42,43 $. Donc, ils sont de plus en plus optimistes. Je vous ai dit que ça va avoir tendance à changer. Et rien ne vous dit ici qu'on ne va pas retourner à 40 $. C'est pour ça que on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Ce qui veut dire que si on me vend du ASML à 25 fois les bénéfices de 2025, c'est un très bon prix. OK? Surtout quand on sait que la demande est là. Et la demande est là, pourquoi? Je vous laisse aller répondre à ces questions-là. Mais ça reste une compagnie cyclique. OK? Ensuite, vous allez voir quoi? 2025, 2026, 2027, 2028, on a quelque chose d'assez intéressant. Rien ne vous dit ici qu'en 2029, ça ne va pas continuer à monter. OK? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça s'ajuste. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si je détiens du ASML, je pourrais être prêt à payer maximum 1117 $. Si j'ajoute ici, disons, la dette nette, parce que l'entreprise, à ma connaissance, n'est pas endettée, on va juste faire actualiser ceci. Qu'est-ce que ça va me donner? La valorisation, c'est vraiment la partie la plus facile. Ce n'est pas celle qui devrait vous prendre énormément de temps. Comme je vous ai montré à plusieurs... Moi, je prends toujours une valorisation par les multiples. Je ne me casse pas la tête. Pas besoin de faire du DCF ou quoi que ce soit. Et moi, je suis à l'aise avec ça. Le PER ou bien la valorisation par les multiples, il faut faire attention parce qu'il y a toujours des nuances à apporter. D'accord? Ce n'est pas parce que tu t'échanges à 15 fois les bénéfices que tu es sous-évalué. Ce n'est pas parce que tu t'échanges à 100 fois les bénéfices que tu es surévalué. Il y a toujours des nuances. Même à 5 fois les bénéfices, tu peux être que surévalué. OK? Tout dépend de votre compréhension du secteur d'activité, des perspectives de croissance. Et c'est ça la clé. Maintenant, on a à peu près sur le dernier trimestre ici. J'espère qu'on va avoir l'information. Voilà. On a du 7,35 $ en termes de cash net en septembre 2025. Bon, est-ce que personnellement, il faut l'ajouter ici aux 17 $ en question? Non, je vais le laisser comme ça. Donc, je mettrai 117 $ l'action. Par rapport au prix actuel, je dirais que c'est correctement évalué. Et la tendance est positive. Vous l'avez vu par rapport aux attentes des analystes. Oui, vous me direz que oui, mais les analystes n'ont pas toujours raison. Le but n'est pas de savoir ici, le but est de savoir si ils se trompent le moins souvent possible. Et ici, 70% du temps, ils ont raison. 70%, bon, on va se dire que ce n'est pas énorme non plus. Mais dans ce domaine-ci, c'est intéressant. Donc, pour moi, c'est simple. Tu détiens du ASML, si tu l'as eu, disons, en dessous des 800 $ et que tu es là pour du long terme, pourquoi tu vas vendre aujourd'hui? Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux l'acheter en date d'aujourd'hui, tu peux le faire, mais attention à la pondération dans ton portefeuille. OK? Donc, ça serait peut-être une position en construction. D'accord? Et comme je dis toujours, vous faites ce que vous voulez. Moi, dans ma mise à jour, ce que je vais faire, c'est ASML. On va prendre, la dernière fois, on était à 900. Là, je vais mettre 1,24, 117, plus 7 $, ça fait 124. Voilà, 7 $ de dette nette, OK? Plus, je mets la date d'aujourd'hui. Voilà. Et n'oubliez pas, ceux qui ont accès aux analyses sectorielles, bientôt on mettra à jour le secteur de la tech au complet. Dernièrement, vous avez vu la mise à jour au complet du secteur de la santé. Vous savez à peu près quelles sont les différentes entités qui vont avoir tendance à bien performer ou bien les différents secteurs qui sont bien positionnés ici pour performer sur les mois à venir. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un secteur est dans le rouge qu'il ne faut pas forcément aller regarder les opportunités. Comme je l'ai toujours dit, hein, moi, quand je cherche des opportunités d'investissement, vous voulez savoir où est-ce que je vais? Simple, lot of charts. Je prends le S&P 500 parce que j'investis uniquement en Amérique du Nord. D'accord? Donc, les entreprises qui vont m'intéresser sont là.
là, ici, celle-ci peut-être, mais c'est une bonne entreprise. Arrêt également intéressant. Bref, toutes les entreprises qui souffrent. FDS, intéressant. Peut-être STZ, Pool, le prix un tout petit peu élevé, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais aller rechercher les entreprises qui souffrent en date d'aujourd'hui, celles qui sont dans le rouge. Okay? C'est à ces niveaux-là qu'on trouve les meilleures opportunités, surtout pour les entreprises qui ont encore un bel avenir. Et je pense que celles-ci vont avoir tendance à s'en sortir. Tôt ou tard, le marché finira par se rendre compte de son erreur. Bref, on continue ici. Donc, une fois que j'ai fait la mise à jour de ma watchlist, tout ce qui me reste à faire, c'est aller vérifier si l'entreprise a les moyens de payer ce dividende. Et on paye le dividende avec les free cash flow. Et je rappelle une chose, les free cash flow peuvent être fluctuants comme ça, tout simplement parce que c'est une entreprise où il peut y avoir du BFR à certaines périodes, mais c'est une entreprise qui peut avoir des free cash flow équivalents au net income. D'accord? C'est pour ça que je les prends en ajusté. Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende et ils pourraient encore augmenter. Si vous reversez la totalité en dividende, disons, si on les ajuste, vous aurez à peu près un rendement de 2,50%. Par rapport à ce qui est attendu ici, je pense qu'on est aux alentours de 4%, entre 3,5 et 4% par là. Un peu moins de 4%, on va le dire comme ça. Donc, le prix actuel pour une entreprise qui peut avoir une croissance moyenne à 2 chiffres sur les années à venir, ce n'est pas si mauvais que ça. Même si on anticipe à peu près une croissance à venir. Donc, pour les plus prudents, disons que si l'entreprise vient nous chercher aux alentours des, en dessous des 800 comme précédemment, ça serait une bonne chose. Vu que j'ai dit que j'allais faire la mise à jour des deux entités, ça c'est l'entité américaine, payée en dollars. On va prendre l'entité européenne, donc en euros. On fera le même exercice. Ça fait combien? 957 euros, plus le cash net. Malheureusement, vu que c'est une compagnie européenne, je ne sais pas si on va me donner ici la dette par trimestre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre 957 euros ici. Après, vous aurez fait ici le calcul vous-même. Ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas le cash net qui va avoir tendance à changer grand-chose par rapport à la valorisation finale. Donc, je viens dans ma watchlist. J'ai les deux entités dans la watchlist ici. C'est la mienne, hein. Je ne vous demande pas de la copier ici. OK? Chacun a sa watchlist. Et puis d'ailleurs, ces derniers jours, c'est chiant que de faire énormément de ménage dans la watchlist. Donc, il y a beaucoup d'entreprises que je vais avoir tendance à enlever. Parce que je veux une watchlist qui se retrouve... J'ai une watchlist assez longue, on va le dire comme ça. Alors, on cherche quoi? ASML, l'entité européenne. 900, c'est ça? 956? 956. Même ma mémoire me fait souvent défaut. À court terme, bien sûr. Voilà, donc on a combien ici? Je l'ai pris à 25 fois les bénéfices. Ça fait quoi? Ouais, 950, voilà, 957. Voilà, ça ne dérange pas, 956, 957. C'est la même chose. Mais on va mettre 57, pas grave. Vu qu'on est encore là, on met... Voilà, dividendes, etc., c'est la même chanson. Ça n'a pas changé grand-chose. OK? Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est lire vos rapports financiers, écouter vos conférences calls. Et si vous voulez aller plus loin, plus vite, utilisez les prompts. OK? Et je ne vous le dis pas uniquement parce que ce sont les miens, mais vous allez gagner énormément de temps, surtout pour les analyses sectorielles, parce que c'est ça qui va vous aider à long terme. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, le combo, il est là. D'accord, vous pouvez avoir accès à tout ceci, sans compter ceux qui vont avoir tendance à être créés. Il y en a également, pour le moment, sur le plateau, en date d'aujourd'hui, il y en a encore une dizaine à venir. OK? Ça sera assez long, mais à la fin, chacun choisira lequel est intéressant pour lui. Et à la fin, ici, je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer à peu près comment est-ce qu'on peut analyser une entreprise avec tous ces prompts-là. Okay? De toute façon, je vais prendre un exemple sur la même entreprise en utilisant tous les prompts en date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a utilisé celui-ci et il répond essentiellement à savoir où se trouve la véritable valeur dans la chaîne de valeur de ce secteur d'activité. Okay? La valeur économique et qui la détient et pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à ce niveau-là et est-ce que c'est durable. Et vous l'avez vu ici, c'est ASML qui détient cette valeur-là. Et je pourrais même rajouter, j'ai parlé de synopsis, n'est-ce pas? Allez également regarder pourquoi est-ce que j'en ai parlé. OK? Bref, je vous laisse aller regarder. À long terme, enfin, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, tout ce qui est mentionné ici va être double vérifié. Ce n'est pas parce que l'IA a dit qu'on va avoir tendance à s'asseoir sans faire une double vérification derrière. Parce que plus vous-même vous creusez de votre côté avec les éléments ici que vous avez, ça vous permet de mieux comprendre. D'accord? Bref, utilisez ces outils-là de la bonne manière. Parce que si vous posez des questions bêtes, bien des questions basiques, vous aurez toujours, comme d'habitude, vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours avoir tendance
Vous aurez toujours les mauvaises réponses. Et vous ne saurez même pas que ce sont les mauvaises réponses parce que vous n'y connaissez pas grand-chose. Ce n'est pas un problème, mais il faut reconnaître déjà où est-ce qu'il faudrait commencer à faire un tout petit peu de travail. OK? En 2026, creusez un peu plus. Faites l'effort de creuser. Si vous faites du stock picking et que vous n'aimez pas lire, boum, achetez des ETF. Et ce n'est pas un problème. Si vous voulez faire du stock picking sérieusement, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous voulez aller plus loin, toutes les informations en description ici de la vidéo pourraient vous aider. Merci, au revoir.